la première question que l'on peut se poser, c'était de savoir pourquoi un programme régional sur l'autonomie protéique, alors qu'on doit en être au 7e plan de protéines en France et au 5e en Europe. Eh bien, on trouve un premier niveau de réponse dans le contexte économique de nos régions, et plus précisément en regardant le poids économique de la filière agri-agro, qui représente 10,6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir que nous sommes les 2 seules régions françaises où les productions animales représentent plus de la moitié du chiffre agricole, en fait, quasiment les 2 tiers. Dans les autres régions françaises, ce ratio est plutôt inverse à celui-là. Le deuxième élément de réponse que l'on peut apporter est celui de notre niveau d'importation de matières riches en protéines. À l'échelle de l'Europe, nous importons 47 des 120 millions de tonnes de matières premières destinées à l'alimentation animale. Et si on s'intéresse spécifiquement aux protéines, ce qui est notre cas aujourd'hui, nous importons 27 des 45 millions de tonnes de matières riches en protéines, soit à peu près 60%. Ça, ce sont les données 2018 de la FEFA. Et parmi ces 27 millions de tonnes, 12 millions de tonnes sont des tourteaux de soja, dont 2,7 millions de tonnes de tourteaux de soja qui viennent en France, avec des questions qui se posent d'ordre stratégique ou politique, la question de l'autonomie alimentaire, puisque voilà, c'est un véritable enjeu, mais aussi des questions environnementales, puisque ces tourteaux parcourent des milliers de kilomètres pour nous arriver et sont souvent en provenance de régions où les contraintes environnementales ne sont pas forcément au même niveau qu'en Europe. Ce sont donc ces éléments-là qui nous ont conduits, sous l'impulsion des 2 régions Bretagne et Pays de la Loire, à lancer le plan SOS Protéines. Il s'est déroulé entre janvier 2016 et juin 2020, avec un budget global de 8,5 millions d'euros. Et il a nécessité de mobiliser plus de 80 partenaires des filières alimentation et élevage, alimentation animale et élevage du Grand Ouest. Le plan SOS Protéines, il est en fait composé de 4 projets qui sont schématisés ici. Le projet Progrès Live était dédié à la sécurisation des itinéraires de culture des protéagineux en vue de leur production localement dans l'Ouest, avec 3 plantes modèles qui sont le pois, le lupin et la févrole. Le projet Forage Prod, lui, s'est intéressé à la production de fourrages riches en protéines, donc il s'adressait plutôt aux ruminants. Et le projet DAI+, était là pour faire un focus sur l'amélioration de l'utilisation digestive des protéines de la ration par les animaux. Et dans le cas des ruminants, on s'est plus particulièrement intéressé au concentré pour être complémentaire des travaux du projet Forage Prod. Et puis le projet Terre Unique avait pour but, lui, d'évaluer à l'échelle de l'exploitation et du territoire l'impact des différents leviers d'amélioration de l'autonomie protéique, notamment issus des 3 projets du plan SOS Protéines, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue structurel, d'organisation des filières. Le projet Progrès Live est terminé. Son colloque de restitution a eu lieu en début d'année. Certains d'entre vous y ont certainement participé. Je vous ai noté ici les dates des événements de restitution des projets Forage Prod Terre Unique. Si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire à ces manifestations auprès de mes collègues de VG-Police. Et nous allons donc aujourd'hui faire le bilan du projet DAI+. Le projet DAI+, donc, je vous disais, avait pour objectif général d'améliorer l'utilisation digestive des protéines de la ration par les animaux, de façon à pouvoir réduire les protéines de la ration sans pénaliser les performances. On s'est adressé aux 3 principales filières d'élevage du Grand Ouest, les vaches laitières, les porcs charcutiers en l'occurrence et le poulet de chair. Donc des monogastriques et des ruminants. Et donc, on a associé à ce projet-là une trentaine de partenaires avec des acteurs économiques, des représentants des professionnels agricoles et des instituts de recherche et des centres. Juste une dernière slide pour vous présenter la totalité du programme qui constituait le projet DAI+. Donc, c'était un projet ambitieux avec beaucoup d'actions. On a dû faire évidemment des choix, on ne pouvait pas les traiter de façon exhaustive aujourd'hui. En l'occurrence, on a choisi des actions au sein des tâches qui sont surlignées en gras là, dans la diapo que vous voyez. Et on a essayé de choisir, en fait, de vous présenter comme critère de criblage. On a pris des résultats qui présentent un certain niveau de maturité, donc des choses applicables au moyen terme, et puis avec un niveau potentiel d'impact sur l'autonomie, des résultats qu'on a jugés les plus significatifs. Si certains points vous intéressent plus particulièrement et ne sont pas traités dans ce webinaire aujourd'hui, vous pourrez recontacter Philippe Fagardin ou moi-même, on essaiera de vous renseigner ou on vous mettra en relation avec les responsables des tâches qui, eux, le pourront.
Effectivement, dans cette première tâche, on a voulu s'intéresser au traitement technologique. Et en fait, quand on parle de traitement technologique, nous, on s'est surtout intéressé à un traitement qui est largement répandu dans les usines d'aliments du bétail, qui est la granulation. Cette granulation, en fait, elle se concentre autour d'une machine qui est une presse à granulés, donc dans laquelle l'aliment qui arrive sous forme de farine en haut de la machine passe tout d'abord dans un conditionneur avec une injection de vapeur et ensuite passe au travers des trous d'une pièce métallique qui s'appelle la filière et l'aliment est forcé au travers de cette filière, ce qui entraîne notamment un fort échauffement et des forces de cisaillement du produit. Alors cette machine, c'est quelque chose qui est plutôt bien régulé dans les usines d'aliments et surtout les gens travaillent avec à la fois la quantité de vapeur qu'ils injectent par rapport à la quantité de farine. Ils travaillent également avec la vitesse du conditionneur et ils travaillent également avec la quantité de farine de façon à réguler le fonctionnement. Et quand on parle de régulation, en fait, on s'intéresse surtout d'une part à la température du produit, donc à la fin du conditionneur, donc juste avant qu'on rentre en fait dans la filière. Et puis on s'intéresse également à la puissance électrique qui est absorbée par la presse parce que si notre mélange farine-vapeur n'est pas fait de manière correcte ou que la farine arrive avec trop de vitesse, ben, on va entraîner un très fort appel de puissance électrique et c'est généralement un paramètre qui est finement régulé. Alors, il faut quand même savoir que la température à la sortie du conditionneur ne reflète pas exactement la température qui est réellement subie par le produit. Et quand on a fait des mesures assez fines de ces températures-là chez Tecaliment et dans leur halle pilote, ben, on s'est rendu compte en fait que systématiquement, pour une température de conditionneur donnée, par exemple, si on prend tout le bloc de points qu'on a au milieu ici vers 65 degrés, eh ben, on gagnait 10-15 degrés dans la température du produit au niveau de la filière. Donc un échauffement supplémentaire et surtout une assez forte variabilité dans l'échauffement qui était subi par le produit. Donc les premières étapes, on a regardé un certain nombre de paramètres. Et le premier paramètre auquel on s'est intéressé, bah, c'était en particulier qu'est-ce qui se passait déjà quand on granulait et puis qu'est-ce qui se passait quand on granulait à différentes températures. Donc, vous avez des premiers résultats qui sont présentés ici, qu'on a obtenus dans le projet. Vous avez différentes lignes sur le graphique qui correspondent en fait aux différents acides aminés. On a regardé les coefficients d'utilisation digestive de ces acides aminés-là au niveau de l'intestin grêle et quand on les exprimait en pourcentage de la farine. On se rend compte que pour quasiment tous les acides aminés, en fait, le fait de granuler bah, augmente l'utilisation digestive des acides aminés. Donc, on a plus d'acides aminés qui sont absorbés par les animaux. Et on voit que la meilleure des réponses, elle est systématiquement obtenue avec la température la plus basse, c'est-à-dire quand on est à une température du conditionneur d'environ 65 degrés Celsius. Quand on augmente la température du conditionneur, ben, on va également augmenter l'échauffement du produit au niveau de la filière. Et d'une certaine manière, ben, on pénalise l'utilisation digestive de nos acides aminés. Pour faire le pendant un petit peu avec les ruminants, l'élévation de température, nous on cherche plutôt à la limiter en monogastrique. Le deuxième résultat qu'on a regardé, c'était de dire bah, il se passe des choses au niveau de l'intestin grêle, mais globalement, l'animal, il a à la fois un intestin grêle et il a également un gros intestin. Et globalement, ce qu'on a systématiquement vu, c'était que ce qui se passait dans le gros intestin bah, permettait de compenser en partie une sous-absorption des produits au niveau de l'intestin grêle. Donc globalement, les éléments principaux qui sont à retenir, c'est que, une forte température de granulation va pénaliser l'utilisation digestive au niveau de l'intestin grêle, et que globalement, les fermentations compensent en partie cette plus faible digestibilité au niveau de l'intestin grêle. Donc regarder l'animal vraiment à l'échelle de l'ensemble de son tube digestif ne nous permet pas de décrire exactement tout ce qui peut se passer. Donc on peut se dire également que le fait d'absorber des nutriments au niveau de l'intestin grêle ou au niveau du gros intestin ne va pas avoir les mêmes conséquences en termes d'utilisation métabolique et donc va entraîner également des différences d'efficacité métabolique et donc d'efficacité alimentaire. Donc l'autre élément qu'on a regardé, bah, c'était de voir finalement qu'est-ce qui se passait en fonction des différents types de matières premières et pour ça, bah, on a eu un essai sur lequel on s'est intéressé à l'utilisation digestive de différentes matières premières. Donc, on a pris des céréales, on a pris également des sources de protéines. Vous connaissez du pois, vous voyez de la févrole, et puis on avait également des sources de fibres, mais qui apportent aussi et qui contribuent de manière significative aux apports protéiques chez les porcs, en particulier le son de blé et le remoulage de mie blanc.
Et globalement, je vous ai mis un graphique ici qui représentait la valeur énergétique, mais on aurait pu faire quasiment le même graphique avec la valeur protéique. On a des matières premières comme le blé, le pois, qui ont plutôt tendance à bien répondre à la granulation, c'est-à-dire qu'on a une plus-value qui est vraiment bien générée par la granulation, contrairement à d'autres matières premières qui sont plutôt celles sur la gauche du radar, où là, bah, finalement, on se situe plutôt en deçà de la barre de 100%. Donc, c'est-à-dire qu'on a plutôt une pénalisation de la valeur nutritionnelle de ces matières premières-là lorsqu'on leur fait subir un traitement de granulation. Alors, ce classement de matières premières bah, nous a amené finalement à formuler deux grands types d'aliments. D'une part, les aliments qui contiennent les matières premières entourées en vert, qui répondent plutôt positivement, et puis d'autre part, un aliment qui contient des matières premières qui sont entourées en rouge, qui répondent plutôt négativement. Ça nous a amené à faire deux régimes. Donc, vous repérez le régime 1 en rouge et le régime 2 en vert. Et il est également à noter que le régime 2 a été supplémenté en tourteau de colza, donc c'est-à-dire une source qui pouvait être produite localement en substitution, la complète du tourteau de soja qui était présent dans le régime 1. Donc ces régimes, on les a donnés à des animaux soit sous forme de farine et soit sous forme de granulés, en faisant des granulés soit à nouveau à une basse température de conditionneur ou à une température de conditionneur élevée. Et on a fait des mesures d'utilisation digestive et métabolique de ces aliments. Alors les principaux résultats qu'on a vus bah, se résument d'une part à ces deux graphiques. On a vu qu'on avait systématiquement une amélioration de l'utilisation digestive de l'azote et de l'énergie dans le cadre de nos deux régimes. On repère quand même que les pentes sont beaucoup plus prononcées, en particulier pour l'azote, sur le graphique de droite que sur le graphique de gauche, c'est-à-dire que les matières premières blé, pois et son de blé bah, apportent des protéines qui répondent plutôt bien au traitement de granulation et qui répondent de manière plus positive que les matières premières qui étaient utilisées dans le cadre du régime. Le deuxième élément, c'était de regarder ce qui se passait en termes d'utilisation métabolique. Et là, on ne s'attendait pas forcément à avoir énormément d'éléments modifiant l'utilisation métabolique au niveau de la protéine. Par contre, on pouvait s'attendre à des éléments qui allaient modifier l'utilisation énergétique des régimes en favorisant l'absorption de nutriments au niveau de l'intestin grêle. Et ceci a été confirmé par les mesures de teneur en énergie nette. Alors, on voit déjà qu'on a une amélioration de la teneur en énergie digestible, mais également les teneurs en énergie nette, qui sont les trois petites barres que vous avez sur la droite des graphiques, sont également améliorées à partir du moment où on applique un traitement de granulation. On n'a pas vu d'effet significatif de la température de granulation sur ces résultats. Je vais maintenant passer la main à mon collègue de l'IFIP, Didier Gaudret, qui va vous présenter la mise en application de ces régimes dans le cadre de dispositifs en station expérimentale. Merci Étienne. C'est sur ces travaux pour concevoir un essai en deux phases. La première phase a consisté à comparer l'effet de la granulation par rapport à un aliment distribué sous forme de farine. Ce régime étant composé des matières premières qui réagissaient correctement à la granulation, comme on avait pu le voir. Donc, on est parti sur du blé et du pois, bien sûr, bon, le son et le tourteau de colza. Voilà, on a associé le tourteau de colza en tant que matière première qu'on peut représenter, qui est représentatif de ce qu'on peut trouver en métropole. Et nous avons comparé dans ce premier essai ces trois régimes. Donc, on avait un régime farine, un régime basé sur les trois régimes sont basés sur ces matières premières-là. Ce sont strictement les mêmes formules, sauf que la présentation différait. Donc, un lot farine et puis de l'eau régime, de l'eau granulée. Le premier étant granulé à basse température et le second à haute température. Donc, vous avez les températures qui sont décrites pour les fabrications en dessous de cette diapo. Donc, on est à préparateur, enfin les différences sont effectivement très importantes. Quand on parle de température de granulation, il faut savoir où est-ce qu'on se situe. Donc là, on a comparé nous préparateurs. Donc lorsque la farine, finalement, avant granulation est mélangée avec de la vapeur d'eau, on a un différentiel de 40 grammes, voilà. Et 40 degrés, pardon. Et puis, par contre, en sortie presse, l'écart est moins important. Donc voilà, nous avons comparé ces trois régimes sur 72 porcs dont il s'agissait de mâles castrés. Donc voilà, on a fait le choix de retenir un seul sexe. Et puis on les a suivis de 25 à 30 kilos jusqu'à l'abattage dans ces conditions-là. Voilà. Alors les résultats
sont présentés dans cette diapo. Et on a obtenu de façon assez nette, finalement, une amélioration de la vitesse de croissance et de l'indice de consommation. Donc, pour l'indice de consommation, ça fait à peu près 5% d'amélioration, voilà, 0,15 points gagnés, mais uniquement dans les conditions d'un granulé basse température, ce que nous n'obtenons plus vraiment lorsque le granulat a été préparé à haute température, puisque les valeurs, grosso modo, parviennent aux valeurs de la farine en termes de croissance et d'indice de consommation. Donc cet écart, quand on regarde ce qui se passe sur les animaux, on voit qu'il apparaît surtout en phase de croissance. Après, nous on distingue dans notre espèce croissance, finition. Croissance, c'est la première période d'engraissement, de 25 à 65 kg. Les différences apparaissent. Nous n'avons pas eu de différence dans la composition des carcasses. Alors ça, c'était la première tâche. Et nous avons réalisé un second essai qui consistait à comparer, donc cette fois-ci, uniquement des aliments granulés, mais avec des compositions différentes et des préparations, des conditions de température différentes et des valeurs énergétiques des aliments également différentes. Donc, on s'est appuyé sur voilà, des cases, enfin des animaux étaient maintenus en case collective. Donc, on avait voilà, on a fait 2 bandes avec à chaque fois, on avait 32 cases de 4 porcs qui étaient soit des femelles, soit des mâles castrés. Voilà. Et donc, on comparait dans cet ensemble de 32 cases multiplié par 2 bandes, donc 4 régimes. Alors, les régimes se différencient. Donc, vous avez R2, R3, R4, R1, se différencient par... J'essaie de réduire le... Bon, c'est pas grave. Se différencient par la composition des régimes. Donc, R2, R3, R4 sont composés des matières premières qui réagissent correctement à la granulation, blé pois notamment, accompagnés de son et de colza. Et le régime R1, lui, composé de maïs et soja, qui répondent, surtout le maïs, en tout cas, on a démontré qu'il répondait moins bien à la granulation. On a répété, alors l'effet température a été renouvelé, donc c'est ce qui nous permet de comparer encore une fois donc R2, R3, cette fois-ci, donc l'effet de la température de la granulation sur les régimes R2 et R3, et cette fois-ci donc sur les sexes femelles et mâles castrés. Et puis nous avons granulé également appliqué une haute température au régime R3 et R1. Ces 2 derniers régimes se distinguant des régimes R2 et R3 par pardon, je dis R3 et R4 et R1 donc en haute température, et R4, pardon, je suis en train de R4 et R1, pardon, se différencient de R2 et R3 par le niveau énergétique. Dans un premier cas, on a augmenté en huile, dans le cas du régime R4, on a augmenté l'huile pour obtenir une meilleure concentration énergétique, et le régime R1 se différencie du régime R2 et R3 par des concentrations énergétiques naturellement différentes liées à la composition des matières premières, puisqu'on choisissait du maïs dans les formules. Voilà. On a utilisé le scanner également pour mesurer précisément la composition en gras et en muscles des carcasses. Ce scanner, c'est un appareil qui permet de mesurer la densité des différents tissus et en fait, ça vous donne des sections, enfin des images sous la forme de sections transversales, espacées de quelques centimètres de la carcasse. Ça vous donne, en prenant après l'ensemble des pixels qui indiquent une absorption des rayons X, eh bien on sait que dans une certaine gamme de rayons d'absorption en fait, ou de valeurs pixels, valeurs d'unité d'absorption des rayons X, eh bien on sait qu'il s'agit d'os ou de muscles ou de gras. Donc nous on s'intéressait à la proportion de muscles et de gras. Voilà. Je vous indique ici les performances obtenues au cours des 2 bandes que nous avons réalisées. Donc, grosso modo, on a retrouvé la différence liée à l'effet de l'excès de température. J'appelle ça un excès de température, effectivement, parce que c'est ça qu'il faudrait quand même privilégier d'après nos résultats. Donc, l'excès de température dans un régime qui contient des matières premières qui répondent bien à la granulation voilà, de ce qu'on a pu montrer, eh bien, on retrouve dans les 2 essais, même si l'écart n'est pas significatif dans la première bande, on le retrouve en tout cas au moins dans la seconde bande, donc un décalage de performance. Ce que l'on observe également du point de vue des performances géotechniques, c'est que le régime R4, donc, qui est le régime composé de matières premières également
blé, pois, son et tourte colza, additionné d'huile, se comporte se situe un petit peu en dessous des performances des autres. C'est pas systématique à chaque bande, mais là, en tout cas, sur la première bande, on a retrouvé quelque chose qui allait qui le situe en deçà. Le régime R1, lui, finalement, sur ses performances, ne se distingue pas vraiment du régime R2. Enfin, c'est plutôt au bénéfice du régime R2 qui, lui, est moins concentré en énergie, sur le papier en tout cas, quoi. Voilà. Alors, on a pu regarder également les caractéristiques des carcasses. Donc, assez précisément, ce que permet ce scanner, parce que là, on a vraiment une image très, très précise du rapport de la proportion de gras et de muscles dans la carcasse, et on a pu observer qu'il y avait des différences de caractéristiques de carcasse, et que dans ce cas-là, le régime R2, donc qui comprenait nos matières premières qui réagissaient bien à la granulation, mais auquel on avait fait attention de ne pas appliquer une température de granulation trop importante, présentait les meilleurs résultats de carcasse, et ceci par rapport à tous les autres régimes, quel que soit, voilà, avec des considérations qui peuvent être différentes d'une bande à l'autre, mais grosso modo, on avait la même chose. Voilà, et donc, voilà, donc, les conclusions de cet essai, c'est que bon, la granulation permet d'améliorer l'utilisation digestive des protéines et des acides aminés de la ration, et que on a tout intérêt à maîtriser favorablement, enfin, de façon précise la température, parce qu'on sait que la température élevée va pénaliser la digestibilité. La granulation donc permet d'améliorer les valeurs énergétiques également, donc des régimes pour le porc avec une augmentation de 80% d'amélioration au niveau digestif et une 20% d'amélioration au niveau métabolique. On a donc sur nos animaux, nous avons pu comparer que dans les meilleures conditions, on arrivait à obtenir 5% d'amélioration d'indice de consommation, donc 0,15 points d'indice de consommation, ce qui est énorme quand même. Alors, donc, effectivement, se situant dans les meilleures conditions avec des matières premières métropolitaines, des mâles castrés et l'utilisation de températures basses à la granulation. Donc, ces températures basses sont les plus favorables. Elles permettent si on les considère correctement lors de la fabrication, hein, voilà, de permettre de combler un écart qui représente, d'après nos résultats, donc 0,3 mégajoules d'énergie nette, donc, ce qui est voilà, assez très important, hein, donc c'est important de le signaler. Nous avons pu aussi noter des effets sur la composition de la carcasse qui sont liés sans doute à des valorisations, enfin des digestibilités différentes entre acides aminés et énergie, et réciproquement, qui nécessitent d'être précisés pour pouvoir expliquer tout cela. Voilà. Merci Didier.